technicien, Philippe Diallo, professeur de mathématiques, qui a tenu à nous accompagner durant toutes nos interventions. Alors, M. John, vous avez la parole. Oui. Si vous pouvez commencer la présentation. D'accord. Voilà, je vous remercie, M. Ba. Et je salue au passage M. Diallo, Philippe, le technicien. Et je remercie aussi le CNM qui a initié ces élèves en classe d'examen. Donc, je souhaite la bienvenue à ces élèves de 3e. Dans les, je les encourage et les conseils donc, de renouveler davantage d'efforts. Tout va se passer bien s'il plaît au bon Dieu. Donc, nous avons une petite synthèse sur l'impérialisme en Afrique. Voilà. Donc, on passe un peu la diapo va bientôt se lancer. Et voilà. Donc, la première partie, donc, on va faire cela en 2 parties. D'abord, l'histoire, on va parler de l'impérialisme en Afrique. En géographie, on va parler donc de la Terre, une planète menacée. Donc, si on définit le terme impérialisme, on peut le considérer comme étant un mouvement d'expansion et de domination, une domination qui est à la fois politique, économique et culturelle, d'États forts sur des territoires faibles. Et au début du 19e siècle, la connaissance européenne de l'Afrique s'était limitée seulement sur les côtes. Donc, l'intérieur de l'Afrique était peu connu des Européens. Et sur ce, pour pouvoir éclaircir ce mystère qui entourait l'Afrique, qu'on appelait The Darkest Africa ou la Terre Incognita, les Européens ont envoyé des missions et des explorations donc, afin de découvrir l'intérieur du continent. Alors Philippe, excusez-moi un peu. Philippe, il y a les spectateurs, les élèves qui disent qu'ils n'entendent pas bien. Certainement, c'est le micro. Si ça bouge un peu. Ils n'entendent pas bien. Voilà, c'est le retour en fait du son, oui. C'est bon maintenant. Allez-y, vous pouvez continuer, je vais voir. Est-ce qu'ils m'entendent maintenant? Voilà, c'est bon maintenant, c'est bon. Est-ce qu'ils m'entendent? C'est bon maintenant. C'est bon maintenant. C'est bon. Ouais. Voilà, très bien. Maintenant, les missions. Bon, les missions, on peut les définir comme étant l'ensemble des moyens qui ont été mis en œuvre sur le plan religieux pour propager la foi catholique. Et qu'est-ce qui a motivé ces missions-là? Donc, il y a eu des motivations religieuses, c'est-à-dire convertir les peuples africains au christianisme, mais il y a eu aussi des motivations humanitaires, vaincre l'esclavage et supprimer les guerres tribales. Et il y a eu plusieurs missions qui ont été envoyées. C'est l'exemple des missions catholiques qui ont été présentes en Afrique de l'Ouest. On a l'exemple des Pères du Saint-Esprit qui étaient au Sénégal. Les missions catholiques étaient aussi en Afrique centrale, au Gabon et au Congo. En dehors de ces missions catholiques, il y a eu aussi les missions protestantes, présentes surtout en Afrique australe et orientale. C'est le cas de Madagascar. Et il y a eu aussi les baptistes américains qui étaient présents au Libéria. Maintenant, ces missions. Donc, quel rôle ont-elles joué? Non seulement les missionnaires ont participé à l'évangélisation des peuples indigènes, mais aussi à la transcription des langues locales et au recueil des traditions orales. Et pour donner plus de portée à leur message, ils ont ouvert des écoles, ils ont ouvert des dispensaires. Et tout en propageant la foi, ils ont propagé en même temps la culture occidentale. En somme, ce sont ces missionnaires qui ont fourni des informations aux États européens sur les genres de vie, les cultures des peuples africains. Et on peut les considérer comme étant volontairement ou non les agents de la pénétration et de l'influence politique, économique et culturelle de l'Europe. Et ils ont préparé les Africains à l'occupation. Maintenant, les explorations, comment on peut les définir? Dans ce contexte, on peut les définir comme étant les voyages organisés par les Européens pour découvrir l'intérieur de l'Afrique. Donc, la connaissance européenne de l'Afrique se limitant sur les côtes, ils ont voulu découvrir l'intérieur du continent et ils ont envoyé des explorateurs pour percer ce mystère. Et ces explorateurs avaient plusieurs motivations. On a, par exemple, les facteurs scientifiques. Cette curiosité scientifique qui va donc mobiliser des aventuriers téméraires
pour la découverte du continent mystérieux. On a les facteurs économiques. L'Europe était au sommet de sa puissance avec la révolution industrielle. Et cette industrie avait besoin de matières premières, mais aussi des débouchés commerciaux. Et sur ce, ils ont envoyé des missions pour aller rechercher des matières premières pour l'industrie et éventuellement des débouchés pour les produits. On a aussi, par exemple, les facteurs politiques avec la montée du nationalisme. Et donc, il y a eu la recherche de prestige pour accroître les forces vives de la nation. Et donc, cet acte nous montre un peu les itinéraires. Et la découverte du continent a été faite de deux façons, la remontée des cours d'eau et la traversée du désert. Et donc, on a plusieurs explorateurs qui ont remonté les cours d'eau. C'est l'exemple de, comment il s'appelle, Livingstone, qui a remonté donc le Zambèze. C'est l'exemple de Stanley qui a remonté le Congo, mais aussi de Savognard de Brazza qui a aussi visité donc le Congo. Et Savognard de Brazza et Stanley vont se croiser, on va revenir sur ça, et ceci sera donc à l'origine donc d'une rivalité. On a Barth qui part donc de Tripoli et qui vient donc au niveau donc du Sahara occidental. Barth, son allemand, qui va donc traverser le Sahara. Il y a aussi René Caillé qui est parti donc des côtes guinéennes, va aller jusqu'à donc Tombouctou et déguisé en arabe. Et les explorations. Quel rôle les explorateurs ont joué? Grâce à eux, la carte de l'Afrique a été complétée avec le tracé des cours d'eau des pistes du Sahara. Et ce sont ces explorateurs qui ont localisé les richesses minières du continent et ils ont fourni aux puissances européennes des informations sur l'organisation des populations africaines, que ce soit l'organisation économique, sociale, militaire, les moyens de défense, etc. Donc, en fin de compte, les explorateurs ont levé le mystère géographique qui entourait le continent africain au moment où s'est affirmée la volonté coloniale de l'Europe. Donc, les missions et les explorations, ce sont les précurseurs de la découverte de l'Afrique intérieure. Les Européens donc, ont envoyé ces missions et explorations pour donc un rôle d'éclaireur. Ce sont eux qui sont les premiers donc à percer donc le mystère du continent et grâce aux informations qu'ils ont fournies, l'Europe avait une vision claire de l'Afrique. Tout le mystère géographique qui entourait le continent africain a été levé grâce au rôle de ces missions et explorations. Maintenant, à la suite de ces missions et explorations, l'Europe va se lancer dans la conquête de l'Afrique parce que les missionnaires vont donner les explorateurs vont donner des informations permettant aux armées coloniales de pouvoir donc explorer l'Afrique. Mais malheureusement, il y aura des problèmes entre Européens et ceci donc, ce sont les rivalités coloniales qui vont naître, et ces rivalités-là, pour les régler, il y aura le congrès de Berlin qui sera convoqué, qui va se tenir donc à Berlin. Et à l'issue de ce congrès, des décisions ont été prises et celles-ci seront lourdes de conséquences pour le continent africain. Et donc, les causes des rivalités, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la principale cause, c'est la recherche de matières premières et de débouchés. Et donc, chaque puissance voulait se tailler la part du lion. Du coup, il y a eu donc un conflit d'intérêts. Et comme exemple de rivalité, nous avons l'exemple en Afrique du Nord, la rivalité franco-anglaise en Égypte. L'Égypte, c'était un pays doublement vital parce que non seulement c'est un carrefour entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie, mais aussi avec le canal de Suez, c'est un pays qui pouvait faire rentrer des devises. L'autre rivalité qu'on peut noter, c'est la rivalité en Afrique centrale. C'est la plus impressionnante d'ailleurs. Et cette rivalité opposait Français, Belges et Portugais à propos donc du bassin du Congo. Il y a eu tant d'autres rivalités. Il n'y a que des exemples qu'on vient de citer. Et pour éviter que ces rivalités ne dégénèrent en conflit, le chancelier allemand Otto von Bismarck va convoquer la tenue d'un congrès à Berlin. Et donc, ce congrès qui s'est tenu
du 15 novembre 1884 au 26 février 1885 verra la participation de 13 nations européennes, donc en plus des États-Unis qui ont été invités à titre donc de spectateurs, d'observateurs. Et donc, cette conférence avait un double objectif. Quel était le double objectif? Il fallait réglementer la conquête coloniale et éviter que les crises ou rivalités entre puissances européennes n'aboutissent à la guerre, surtout la crise du Congo, comme je l'ai dit tantôt. Mais aussi, il fallait définir les règles de partage du continent africain. Oui, définir les règles de partage du continent africain. Et cette conférence qui a défini les règles de partage du continent africain s'est tenue donc à l'insu des Africains. Donc, on a décidé des règles de partage du continent africain sur le dos même des Africains. Et donc, à l'issue de cette conférence, plusieurs décisions seront prises, ce qu'on appelle les clauses de Berlin. Et d'ailleurs, là, je dis aux élèves de savoir classer ces décisions-là en fonction donc de leur catégorie. Il y a les décisions politiques, il y a les décisions économiques et il y a aussi les décisions sociales. Ce que j'ai relaté ici en 3 points, sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. Sur le plan politique, qu'est-ce qu'on a noté? La question du bassin du Congo, comment elle a été réglée. Donc, le grand territoire de la rive gauche est attribué à Léopold II et les territoires de la rive droite reviennent aux Français et l'enclave de Cabinda au Portugal. Qu'est-ce qu'on avait aussi décidé? Que toute puissance établie sur la côte a le droit de reculer ses frontières à l'intérieur jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle naturel ou une autre puissance. Voilà, donc les puissances européennes au début étaient sur les côtes et là on les autorise à aller à l'intérieur, donc ce qu'on appelle l'interland, l'intérieur des côtes, donc l'intérieur du continent. Et là, chaque puissance peut aller jusqu'à rencontrer un obstacle naturel, à défaut rencontrer une autre puissance. Mais il ne s'agissait pas seulement donc d'occuper les territoires, mais il fallait le notifier aux autres puissances signataires de l'acte. Donc, quand on occupe un territoire, il fallait donc le signaler aux autres puissances signataires de l'acte, signataires des clauses de Berlin. Voilà. Et sur le plan économique, le bassin du Congo ainsi que celui des autres grands fleuves africains, comme le Niger, entre autres, et tous ces bassins donc sont déclarés zones de libre navigation pour le commerce international. Donc, c'était des zones où on pouvait librement naviguer pour mener son commerce. Et sur le plan social, qu'est-ce qu'on a noté? Les puissances présentes à Berlin devraient s'engager à lutter contre l'esclavage pour permettre non seulement le repeuplement de l'Afrique, mais aussi l'amélioration des conditions morales et matérielles des indigènes. Et donc, ces décisions prises vont déclencher un rush colonial sur l'Afrique. Et là, les conséquences seront énormes aussi. Et donc, sur le plan politique, il y a eu plusieurs conséquences, de même que sur le plan social. Donc, à l'issue de la conférence, il y aura un rush colonial. Et en l'espace de 20 ans, toute l'Afrique donc, est presque entièrement colonisée. Et il y aura la liquidation de la résistance. Il y aura aussi l'édification de frontières artificielles. Les frontières que nous les avons héritées de la colonisation. Et lors donc, de cette colonisation, ces frontières n'ont pas tenu compte des réalités socio-africaines. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup de conséquences sur le plan social, telles que les déplacements de population, la destruction des sociétés et États africains. Il y aura aussi des conflits frontaliers et ethniques, parce que, du coup, les frontières artificielles qui ont été tracées vont regrouper des gens, donc des peuples jadis hostiles sur le même territoire, ou bien donc séparer des tribus et clans entiers. Et donc, c'est la raison pour laquelle on assiste aujourd'hui à beaucoup de conflits frontaliers, à des conflits ethniques et à des mouvements indépendantistes un peu partout en Afrique. Donc,
Voilà, en quelque sorte, ce qu'on peut retenir des conséquences de ce congrès de Berlin. Maintenant, quand les Européens sont venus pour occuper l'Afrique, pour dominer l'Afrique, s'installer et exploiter les richesses, les Africains n'ont pas laissé faire. Ils vont naturellement réagir. C'est comme si quelqu'un qui vous trouve chez vous et qui va là, par force, veut occuper votre maison. Vous n'allez pas lui laisser donc lui accorder cette faveur de façon gratuite. Il va falloir que vous vous battiez, voilà, et s'il vous domine, il va occuper votre maison. Étant dans la maison maintenant, vous savez qu'il est plus puissant que moi, vous allez développer d'autres stratégies pour pouvoir vraiment lui mener donc une vie dure, etc. Et c'est sont ces stratégies de défense que les Africains avaient développées qu'on va appeler les résistances. Il y en avait plusieurs. Et donc, comment pouvons-nous définir la résistance dans ce contexte? On peut dire que la résistance est un mouvement d'autodéfense pour garder sa dignité et sa liberté. Et il y a eu plusieurs types de résistance. Et les résistances sont faites à différents moments de la conquête coloniale et de la colonisation en tant que telle. Il y a la résistance armée et il y a celle pacifique qui est à la fois populaire, passive et culturelle. La résistance armée, elle a été développée quand? C'est au moment de la conquête coloniale, quand les Européens sont venus avec leurs armées pour occuper l'Afrique. Les Africains ont résisté. C'était une résistance spontanée, c'était automatique. Cette résistance n'était pas réfléchie. Et il y a eu plusieurs catégories donc, de résistance armée. Il y a la résistance armée animiste et celle armée islamique ou maraboutique. La résistance armée animiste, ce sont les chefs aristocratiques des royaumes traditionnels, comme le Jolof, le Sine, le Kayor, qui vont développer cette résistance. Et on a l'exemple de la Dior ou bien de Boursine Kumba Kumadofen. Et celle islamique ou maraboutique a été l'œuvre des chefs théocratiques musulmans. C'est l'exemple de l'âge Omar Tal, de Mohamed Yahouba, de Mamadou Lamine Dramé. Et donc, cette résistance armée, les gens vont s'affronter avec l'envahisseur. Il y aura donc des affrontements. Il y aura la guérilla qui sera développée, hein, le get happens. Ils vont utiliser des armes blanches, même des armes à feu, ces armes traditionnelles-là. Hein, il y aura la tactique de la terre brûlée. Donc, voilà les différentes stratégies de lutte que les résistants armés avaient utilisées face aux colonisateurs. Ces résistants seront vaincus et l'occupant va s'installer et mettre en place des systèmes coloniaux dans le but d'exploiter les richesses. Et là, les populations vont développer d'autres stratégies donc, de résistance. Et celle-ci était beaucoup plus mûrie et réfléchie. Et donc, c'est là où est née la résistance pacifique qui est populaire passive. Et elle a été l'œuvre des populations. On a l'exemple de Cabrousse avec Aline Sitoé Diatta. Ces populations voulaient donc s'opposer à cette exploitation économique du continent. Elles sont opposées donc, aux systèmes coloniaux qui étaient là uniquement dans le but d'exploiter l'Afrique économiquement. Voilà. Donc, que faisaient ces populations? Il y a eu des soulèvements populaires, la désobéissance, comme par exemple le refus de payer l'impôt, le refus donc, du service militaire. On a l'exemple du corps des tirailleurs sénégalais. Hein? Les gens refusaient donc d'être enrôlés dans l'armée. Le refus de la monoculture de l'arachide. On a imposé la monoculture de l'arachide, par exemple, au Sénégal. Et voilà, si on prend l'exemple d'Aline Sitoé Diatta, elle va exhorter les populations donc, de son village de ne pas cultiver l'arachide, mais de cultiver les spéculations vivrières telles que le riz, etc., et de retourner aux traditions. À côté donc de cette résistance populaire passive, on a celle culturelle. Et cette résistance culturelle, elle a été à la fois l'œuvre des populations animistes, on a l'exemple en Casamance, mais aussi des chefs religieux musulmans. Et cette résistance, elle s'est opposée à l'assimilation culturelle. Quand les Européens sont venus, ils nous ont aussi imposé leur culture. Et ces populations-là, animistes, et les chefs religieux
voulaient donc conserver leur culture et ils vont, et comment dirais-je encore, elles vont développer différentes stratégies. Et si on prend l'exemple des populations animistes en Casamance, elles exhortaient donc le retour aux sources, la conservation des valeurs traditionnelles. Voilà. Et si on prend l'exemple des chefs religieux tels que Cheikh Ahmadou Bamba et El Hadj Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba, il était en milieu rural, El Hadj Malick Sy, c'était plutôt le milieu urbain. Et ils ont résisté à travers l'enseignement coranique, l'implantation de Dara, mais aussi les activités agricoles. Si on prend l'exemple de El Hadj Malick Sy aussi, il y a l'enseignement coranique, mais aussi les daïras, ces associations-là religieuses et autres, la création des zawiyas, entre autres. Voilà donc comment on peut définir les différentes stratégies de lutte qui ont été développées par les peuples africains pour pouvoir faire face à la colonisation. Donc, la résistance est à différents niveaux. D'abord, quand les Européens ont tenté d'occuper par force nos territoires, les Africains ont résisté. Cette résistance a été spontanée, elle a été armée, les Africains se sont battus, on les a vaincus, les Européens se sont installés, ils ont mis en place des systèmes coloniaux pour exploiter l'Afrique et les Africains vont développer d'autres types de stratégies. Et c'est là qu'on va parler donc de résistance populaire passive. Et quand ils ont voulu aussi imposer leur culture, il y aura une autre forme de résistance, à savoir celle culturelle. Maintenant, quel bilan pouvons-nous dresser donc cette résistance? La résistance armée, on peut dire qu'elle a échoué, c'était un échec total, mais ceci est dû à plusieurs facteurs. C'était l'absence de vision globale. Donc voilà, ils ont oublié que l'ennemi, comment c'était le colonisateur, chacun donc luttait pour sa propre survie. Voilà. Et donc, il y a eu le manque d'armement moderne. Donc, ces lances, ces coupes et autres que les Africains utilisaient n'avaient rien à voir avec voilà, les armes perfectionnées par la révolution industrielle que les Européens ont utilisées. Il y a eu aussi les querelles intestines. Les Africains se sont combattus entre eux et oubliant que voilà l'ennemi comment c'était donc le colonisateur. Et quand on prend la résistance culturelle, son bilan est plus positif. Parce que sur le plan religieux, avec la résistance culturelle, donc, comment dirais-je, l'islam, bon, s'est consolidé en Afrique. Donc, grâce à cette résistance culturelle, l'islam s'est beaucoup plus consolidé en Afrique. Et sur un plan, donc, la résistance culturelle menée par les populations animistes, il y a beaucoup donc de traditions et coutumes africaines qui ont été conservées. Donc, voilà le bilan qu'on peut tirer de cette résistance. Celle armée a plutôt échoué, alors que la résistance culturelle, elle est plutôt positive parce qu'il y a eu donc quelques acquis. Maintenant, les acteurs de la résistance armée, ce sont des gens qui aujourd'hui sont pris comme des modèles de bravoure et de patriotisme dans nos pays. Donc, ces résistants-là, que ce soit donc, les Lat Dior, entre autres, ils sont pris comme étant des modèles de bravoure et de patriotisme parce qu'ils ont préféré perdre leur vie que de laisser donc, le territoire à d'autres. Là aussi, c'est un aspect positif donc, de cette résistance. En fait, cet enseignement-là, cette fibre patriotique qui naît à travers l'enseignement de l'histoire de ces hommes, ça donne un certain sentiment de fierté, ça donne vraiment un certain sentiment de patriotisme. Maintenant, après que les Européens aient vaincu donc, les Africains, ils vont mettre en place des systèmes coloniaux. Et qu'est-ce qu'on appelle systèmes coloniaux dans ce contexte? Ce sont les systèmes d'organisation mis en place par les Européens pour administrer et exploiter les populations africaines vaincues. Et en Afrique, deux grands systèmes se sont distingués. C'est le système français et celui britannique. Si on prend le système français, c'est un système qui était basé sur l'administration directe et l'assimilation culturelle. L'administration directe, cela veut dire quoi? Ce sont les Français eux-mêmes qui administraient directement leurs colonies. Mais
il y a eu plusieurs types d'organisations. On a eu les colonies, et les colonies étaient placées sous le commandement du ministère des colonies. Et les colonies, elles étaient regroupées en 3 grandes fédérations. Il y a l'AOF, l'Afrique occidentale française, qui regroupait 8 territoires. Et il y a l'AF, l'Afrique équatoriale française. Il y a aussi Madagascar. Maintenant, chaque fédération était dirigée par un gouverneur général. Si on prend l'exemple de l'AOF et de l'AF, chaque fédération était dirigée par un gouverneur général, mais chaque colonie, membre de cette fédération, était dirigée par un gouverneur, le gouverneur territorial. Et ce gouverneur avait sous son commandement donc des commandants de cercle, des chefs de subdivision, des chefs de canton et des chefs de village. Et l'AOF, l'Afrique occidentale française, avait comme capitale Dakar, et en ce moment Saint-Louis était la capitale de la colonie du Sénégal. Et l'AF, l'Afrique équatoriale française, avait comme capitale donc Brazzaville. L'AF, c'était le Congo, l'Ubangi-Chari, il y a eu la République, il y a eu le Tchad et l'Ubangi-Chari qu'on appelle République centrafricaine et le Gabon. À côté donc des colonies, on a les protectorats. Les protectorats, c'est-à-dire des territoires qui sont sous la protection d'un autre territoire plus puissant. Et c'était l'exemple du Maroc. Et ces protectorats étaient placés sous administration du ministère des Affaires étrangères. Dans ces protectorats, en principe, c'est le système d'association qui devrait être mis en place. Mais dans la pratique, les résidents généraux français géraient le pouvoir donc sans pour autant le partager avec les chefs locaux. Et à côté, on a eu les colonies de peuplement. C'est l'exemple des TOM, les territoires d'outre-mer. Ce sont des territoires qui appartiennent à la France, mais qui sont au-delà des mers. Et on a l'exemple de l'Algérie. L'Algérie qui est une partie intégrante de la France et qui dépendait donc du ministère de l'Intérieur représenté par un gouverneur et un préfet. Maintenant, à côté de ce système, on a le système britannique. Celui-ci, contrairement au système français basé sur l'administration directe, était basé sur l'administration indirecte ou indirect rule, c'est-à-dire un système dans lequel les Anglais associaient, donc les Britanniques associaient donc les autochtones, les chefs locaux. Dans ce système aussi, on retrouve plusieurs types d'organisations. On a les colonies de la couronne, qui étaient les plus anciennes et qui dépendaient du colonial office. Et dans ces colonies de la couronne, le pouvoir était exercé par des chefferies traditionnelles. Et c'est l'exemple de la Gold Coast, de la Gambie, donc de la Sierra Leone, entre autres. À côté de ces colonies de la couronne, on avait les compagnies à charte. Et dans ces compagnies à charte, donc, on a eu des compagnies commerciales anglaises à qui on a confié ces territoires. Donc, c'était des territoires confiés à des compagnies commerciales anglaises qui y gouvernaient avec leurs propres soldats, leurs propres douaniers, etc. Et c'est l'exemple du Nigeria et des 2 Rhodésie. Rhodésie du Nord, Rhodésie du Sud, Zimbabwe et Zambie. Et il y a eu aussi les dominions. Les dominions, c'était des territoires gouvernés par des Européens et bénéficiant d'une large autonomie. Et c'était l'exemple de l'Afrique du Sud. Maintenant, ces systèmes étaient basés sur l'exploitation économique de la colonie. Donc, ces systèmes ont été mis en place uniquement dans le but d'exploiter économiquement la colonie. Et ils ont eu à contribuer à l'exploitation économique et à l'aliénation de l'Afrique. Quels étaient les objectifs visés? Il fallait assurer l'autofinancement de la colonie par l'impôt et les droits de douane, mais aussi par le travail forcé. C'est-à-dire, tout ce que l'on devrait réaliser dans la colonie, comme infrastructure et autres, devrait provenir de la colonie. Donc, les routes, les chemins de fer, les ports, forts et autres, etc., il fallait les réaliser avec de l'argent tiré de la colonie. On introduit l'impôt, il y a eu les droits de douane, et pour ces infrastructures-là maintenant, la main-d'œuvre était locale. Ce sont
nos parents africains qui devraient construire ces routes, ces chemins de fer, etc. C'était le travail forcé, les corvées. Et ces routes et chemins de fer, c'était uniquement pour pouvoir transporter les matières premières de l'intérieur vers la côte et à partir de la côte, les acheminer en Europe. L'autre objectif, c'était quoi? Fournir à la métropole les matières premières dont elle avait besoin pour ses industries. Oui, il fallait donc faire de telle sorte que la métropole puisse avoir les matières premières dont elle a besoin. Et sur ce, 3 grands secteurs ont été investis. On a l'agriculture, les mines et le commerce. Si on prend l'agriculture, les meilleures terres sont confisquées. Et on procède à la spécification des colonies en fonction donc du climat, des types de sol. Voilà, on avait introduit des types de cultures dans certains pays. C'est l'exemple du Sénégal où on a eu donc l'arachide, au Mali le coton, donc en Côte d'Ivoire le café, le cacao, au Ghana l'éveilla, etc. Le secteur minier, il fallait donc exploiter les mines brutes et les amener en Europe, les transformer. Le commerce, donc voilà, il y a eu des compagnies commerciales, donc et à ces compagnies commerciales, voilà, les Européens avaient donc donné donc le droit de pratiquer donc du commerce à l'intérieur donc des territoires. Et là, il fallait qu'elles payent donc des droits de douane, etc., entre autres. Voilà donc, en résumé, les différentes leçons qui donc concernent cette partie portant donc sur l'impérialisme en Afrique. Donc, les Européens sont venus en Afrique de retrouver des matières premières dans le but de retrouver donc des matières premières, dans le but aussi d'évangéliser. Et voilà, à partir de ce moment-là, puisque le africaine se limitait seulement au niveau des côtes, donc ils ont dû envoyer des missions et des explorations pour découvrir l'intérieur de l'Afrique. À la suite donc de ces missions et explorations, les Européens donc vont partir à la conquête du continent. Et durant cette conquête, ils auront des problèmes entre eux. Et en rencontrant des problèmes entre eux, ils vont se retirer, retourner en Europe, y tenir une conférence, ce qu'on appelle le congrès de Berlin. À l'issue de ce congrès, ils vont donc définir les règles de partage de l'Afrique, mais aussi réglementer la conquête coloniale. Et donc, après cela, les armées vont envahir l'Afrique et les Africains vont résister. Malgré cette résistance, l'Europe, donc les pays européens, donc les puissances européennes vont vaincre les Africains et vont s'installer. Ils vont mettre en place des systèmes coloniaux dans le but d'exploiter économiquement les colonies. Donc, M. Ba, voilà en quelque sorte là, ce qu'on pourrait dire donc, pour cette première partie. Donc, voilà, vous pouvez donc donner la parole aux élèves afin qu'ils puissent poser des questions. Merci, M. John. Je crois que la synthèse a été vraiment impeccable. Moi-même, j'ai énormément appris aujourd'hui. Alors, pour les questions, on va essayer avant de recueillir les questions des élèves, on va essayer de leur rafraîchir un peu la mémoire en essayant de faire un petit résumé de votre synthèse pour vous permettre un peu de souffler aussi en attendant de répondre aux questions des élèves et de procéder à la deuxième partie de votre exposé. D'accord. Voilà. Ok. Alors, Monsieur John, ouais, effectivement, voilà, c'est bon. Monsieur John a commencé son exposé ici qui portait sur l'impérialisme en Afrique, en essayant de définir qu'est-ce que signifie l'impérialisme, quel entendement peut-on en avoir. Il l'a défini comme étant une politique de domination d'un État fort sur un État faible, qui est assez bien résumé, et qui a des aspects politiques, économiques et culturels. Donc, l'impérialisme, elle va fonctionner sur ces 3 domaines-là. Alors, elle s'est réalisée à travers
souvent, les éléments qui l'ont rendu possible, c'est d'abord les missions et les explorateurs qui vont maintenant seront suivis plus tard par les militaires qui vont parvenir et parachever la conquête coloniale. Les missionnaires d'abord. Leur objectif premier a été l'évangélisation du continent africain. Et ils ont procédé dans leur travail à la transcription des langues africaines. Ils ont joué un rôle extrêmement important dans l'alphabétisation et dans l'assimilation culturelle. En soi, les missions, ils ont joué énormément, un rôle extrêmement important au niveau du continent africain. Et ils ont été souvent, consciemment ou inconsciemment, des acteurs majeurs de la pénétration coloniale. Voilà. Donc, par ces connaissances-là qu'ils ont glanées, ils ont facilité la conquête au niveau du continent africain. L'autre élément qui a joué un rôle extrêmement important, c'est les explorateurs. Eux, ils étaient animés au début, parce que comme les missionnaires qui étaient animés aussi au début par leur mission d'évangélisation, donc une mission tout à fait noble, à valeur culturelle extraordinaire, mais par la suite, ils ont joué le jeu des colons. Mais au début, c'était la curiosité scientifique qui les a amenés, connaître l'Afrique, cette terre inconnue qu'il fallait découvrir et explorer. Ils ont fait des recherches, en recherchant les matières premières, les obstacles, ils ont dressé une cartographie du continent africain et qui va faciliter la pénétration militaire. Alors, John a essayé aussi également d'illustrer ces missions-là des explorateurs par quelques grands explorateurs qui ont sillonné le continent africain. Il nous a même présenté une carte pour montrer les chemins par lesquels ces gens-là ont passé. Il s'agit souvent de Savonia de Brazza qui a exploré le Congo, Livingstone, le Zambèze et Barth. Il y en a d'autres qui ont sillonné le continent africain, qui ont rencontré ces populations, qui ont dressé des cartographies. Et toutes ces informations-là seront utiles pour relever le mystère africain et permettre de faciliter les conquêtes coloniales. Donc, dès lors que maintenant le continent est bien cerné et bien connu, place maintenant aux militaires qui vont débarquer les politiques et qui vont procéder à la conquête coloniale. Mais dès le début, on s'est rendu compte qu'il y avait des rivalités de conquête parce que chacun voulant avoir la plus grande part, cela a déclenché des conflits et cela a poussé les Européens, pour éviter l'affrontement au niveau du continent africain, d'organiser le congrès de Berlin. Ce congrès-là a comme assise cause principale les grandes rivalités qu'on peut citer, on peut en citer deux, M. John a cité deux pour illustrer cela, par exemple. Il y a le cas de l'Égypte, de la rivalité franco-britannique au niveau de l'Égypte, et également celui de l'Afrique centrale, qui était beaucoup plus pernicieuse et beaucoup plus complexe, parce qu'il mettait en jeu pratiquement toutes les puissances coloniales présentes sur le continent africain. Il s'agit des Portugais, des Belges, des Français. Tout le monde était concerné par le Congo qui intéressait toutes ces puissances-là. Alors, pour éviter l'affrontement en terre africaine, les puissances européennes vont se retrouver en Europe à l'absence des Africains. Ils vont se partager le continent africain à travers ce qu'on appelle ici le congrès de Berlin, qui s'est tenu du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Son objectif, c'était de réglementer la conquête et de définir des règles de partage pour éviter les affrontements au niveau du continent africain. Durant ce congrès-là, des décisions majeures ont été prises. La première, on peut citer par exemple, sur le plan politique, le partage du bassin du Congo, qui est distribué entre les puissances en place. Et aussi, on a décidé à partir de cette conférence-là de la conquête à l'intérieur de l'interland, de l'intérieur des terres. Parce que jusque-là, les Européens n'étaient présents que sur les côtes. Donc, c'était vers les années 1870. Si vous regardez la carte des positions, vous allez voir que les Européens n'étaient présents que sur les côtes. Mais dès 1914, pratiquement tout le continent africain était déjà conquis. Il y a aussi des objectifs économiques, des décisions économiques aussi ont été prises concernant des bassins fluviaux sur les fleuves qui ont été déclarés durant ce congrès-là comme zone de commerce, international. Il y a également
il y a également des décisions qui sont prises et qui vont déboucher par la mise en place des frontières artificielles qui nous causent aujourd'hui énormément de difficultés. Des peuples ont été divisés entre États, ne parlant plus la même langue, n'étant plus sur le même type d'administration, et ça cause énormément de difficultés à l'Afrique aujourd'hui. Et sur le plan social, la conquête va aussi permettre, à Berlin aussi, on va décider de combattre l'esclavage pour faciliter le repeuplement de l'Afrique, parce qu'ici, il faudra considérer la colonisation comme ici. Avant, on transportait les esclaves vers l'Amérique. Maintenant, on va transporter pour travailler dans les plantations. Cette fois-ci, on va amener les plantations en Afrique pour là où se trouvent les esclaves. Donc, on va falloir combattre l'esclavage et repeupler le continent africain pour pouvoir pousser les Africains à contribuer à la mise en valeur de leur territoire. Et aussi, cela se fera également par la pacification. C'est ça qui va déclencher un rush colonial, comme l'a dit M. John. Et ce rush-là va procéder à la liquidation de la résistance coloniale et également la destruction des États africains qui seront remplacés par un système d'administration qu'on va analyser dans les systèmes coloniaux. Mais avant cela, il va falloir analyser les quelques exemples de résistance et les différents types de résistance qu'il y a eu à cette pénétration coloniale-là. Le mouvement de résistance, M. John l'a défini comme un mouvement d'autodéfense pour la dignité et pour la liberté. On ne peut pas trouver une meilleure définition. Hein. La résistance, c'est juste cela. Et c'est quelque chose qui est tout à fait actuel jusqu'à présent. Il ne faut pas oublier qu'on fait de l'histoire et de la géographie qui sont des disciplines d'éveil. Elle va revêtir plusieurs formes et avec des stratégies différentes. Et la première, qui est le plus souvent le plus vanté également, c'est la résistance armée, qui va ici prendre deux formes. Ici, il y a les résistances armées maraboutiques, mais selon l'islam, qui va être ici un facteur d'unité. L'autre élément, c'est la résistance des royaumes animistes. Alors, ces deux types de résistance ont en commun d'être spontanés. Ça a été une réaction spontanée des Africains pour résister à ce nouveau envahisseur-là qui venait d'arriver. L'autre élément qu'ils ont également en commun, ce sont les tactiques de guerre, de terre brûlée, de guérilla qu'ils ont utilisées contre l'occupant. En outre, il y a également la résistance qui est pacifique, qui cette fois-ci est mieux réfléchie, mieux organisée. Elle sera d'abord passive avec une désobéissance, un refus de payer l'impôt. Et il a donné des exemples comme Aline Sitoé Diatta en Casamance, qui a été un exemple de désobéissance civile et de refus de collaboration avec l'Occident, avec les Européens. En réalité, ces mouvements de résistance passive et de résistance culturelle, c'est surtout des mouvements d'opposition à la colonisation, parce que le blanc était déjà installé la plupart du temps et ils ont résisté et se sont opposés à la politique d'exploitation et d'assimilation culturelle. Il y a aussi le mouvement de résistance culturelle dirigé par les grands marabouts, en milieu rural et en milieu urbain, comme l'a dit M. John, avec El Hadj Malick et Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, pour le bilan de cette résistance, de ces résistances-là, pour la résistance armée, on a considéré que ça a été un échec à cause d'un manque de vision globale des États qui étaient trop faibles militairement pour combattre efficacement les Européens, et surtout qui utilisaient la tactique divisée pour mieux régner, et qui ont affaibli considérablement les armées africaines afin de les vaincre, avec les guerres et les querelles instinctives. Mais quand même, cette résistance-là a laissé un sentiment de fierté nationale et de patriotisme qui a permis tout simplement à la fondation des États africains modernes. D'un autre côté, pour la résistance culturelle, elle n'a été que presque positive parce qu'elle a implanté l'islam, qui est aujourd'hui un facteur d'unité parce qu'elle regroupe des ethnies et des peuples différentes sous la bannière de l'islam. Il y a aussi la résistance animiste qui a permis la préservation des valeurs culturelles, l'enracinement et le refus de l'assimilation culturelle, qui a permis de fonder une nouvelle identité africaine, fait de brassage entre des éléments du christianisme, de l'islam, c'est-à-dire c'est l'Afrique aujourd'hui, le Sénégal d'aujourd'hui. Voilà, irrémédiablement tourné vers le modernisme. Voilà.
Maintenant que la résistance est vaincue et que le système colonial s'est installé, on va analyser les deux systèmes coloniaux qui ont été mis en place par les Européens. M. John a distingué le système colonial français du système colonial anglais. Pour le système colonial français, c'était une administration de type direct. Donc, la colonie était gérée directement par des représentants de la métropole. On a eu 3 cas. Il y a les colonies avec l'AOF, organisées en plusieurs fédérations, AOF, AEF, Madagascar et autres, qui étaient dirigées, chaque fédération était dirigée par un gouverneur général, et au-dessus du gouverneur général, il y avait des gouverneurs territoriaux. Le gouverneur territorial gérait des chefs de canton, des chefs de cercle, des chefs de village, donc des représentants de l'administration de la France. Et ces colonies-là étaient gérées directement par le ministère des colonies. Il y a les types protectorats comme Maroc et Tunisie qui étaient gérés par le ministère des Affaires étrangères, qui en quelque sorte étaient un peu plus proches du système d'administration indirect avec un type de protectorat. Mais quoi qu'il en soit, on s'est rendu compte qu'au finish, c'est la France qui contrôlait tout. Il y avait également les colonies de peuplement, comme le cas de l'Algérie, qui va être considéré comme un département d'outre-mer avec 3 départements à l'intérieur, qui était considéré comme un prolongement de la France, un prolongement de la métropole. Pour le cas maintenant des colonies britanniques, ici, il y avait 2 types de systèmes qui étaient en œuvre. Ils étaient tous de l'administration indirecte plutôt, qu'on appelait l'indirect rule. Il y avait d'abord les colonies de la couronne, dirigées par le colonial office, comme le Ghana, anciennement Gold Coast, la Gambie. Il y a également les compagnies à charte, c'est-à-dire ici, vous avez des territoires qui sont confiés à des entreprises privées. C'était extraordinaire comment on pouvait réaliser ça, qui étaient là, qui avaient des armées et tout pour gérer la colonie, lever l'impôt et tout cela pour l'exploiter. C'était le système qu'on appelait les compagnies à charte. Leur objectif à tous, c'était l'exploitation des colonies et l'aliénation culturelle des Africains par la politique de l'assimilation. Ils visaient entre autres également à l'autofinancement de la colonie, par l'impôt, par les droits de douane et par les travaux forcés. Toutes les réalisations que le blanc va faire au niveau du continent africain seront financées par les Africains et réalisées par les Africains. Et tout cela dans un seul et unique objectif, l'exploitation de la colonie pour les biens de la métropole, en leur fournissant les matières premières dans des domaines comme l'agriculture, les mines et le commerce. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est un résumé assez maladroit quand même de ce que M. John a dit, mais quand même, j'ai essayé au maximum d'être plus fidèle à sa parole. Mais si vous avez raté son exposé, vous avez toujours la possibilité de revoir la vidéo. Alors, M. Diallo, si sur le Facebook, il y a des informations. Merci, M. Diallo. Je vais en profiter, en fait, puisqu'il y a eu des questions, mais il y a aussi des élèves qui essaient de lever la main. Je vais essayer d'en choisir 3 à 4 pour leur donner peut-être la parole. Bon, je vais commencer par Nyokhor. Nyokhor qui levait tout de suite la main. Je vais essayer de lui autoriser de parler pour un instant. Je pense qu'il n'a pas quitté. Okay, voilà, au moins lui donner. Sinon, Nyokhor, je ne le vois plus sur la. Nyokhor est là. Alors, Nyokhor, je vais lui donner la parole. Alors, j'ai ouvert son micro. Nyokhor, vous me recevez? Nyokhor? Vous pouvez essayer de prendre la parole et de poser votre question, Nyokhor. Voilà, donc il levait la main. Nyokhor, j'ai activé votre micro. Nyokhor, il faut ouvrir votre micro, Nyokhor. Nyokhor, vous me recevez? Oui, je vous reçois. Voilà, d'accord. Vous avez levé la main tout à l'heure. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, je voudrais savoir l'impact sur les missions, sur le rôle des missions. L'impact sur le rôle des missionnaires ou bien des missions? Bon, M. Bao est beaucoup plus expert que moi. L'impact de quoi? Des missionnaires sur les... il faut essayer de... C'est-à-dire, quand vous dites impact ici, impact, ça signifie conséquence. Oui. C'est-à-dire translaissé par quelque chose. Vous voulez connaître les conséquences, l'impact, le rôle joué par les missionnaires sur la colonisation? Oui. D'accord, donc c'est noté. Okay, je vais passer la parole à un autre. Voilà, je vais passer la parole à un autre, à Biran. Biran aussi avait levé la main. Je vais essayer de le chercher. Biran Toursar.
Alors, Biran, vous pouvez parler en fait. Biran, vous me recevez? Biran. Biran Dioufsar, vous me recevez? Il n'est plus là, hein, donc je vais retirer le... Biran Dioufsar, est-ce qu'il me reçoit là? Non, donc je vais passer à l'autre. Il y avait aussi Ban. Alors, j'ai ouvert aussi le micro pour Ban. Ban, vous me recevez? Monsieur Ban, vous me recevez? Si vous me recevez, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir, monsieur Ban. Le micro fermé, on dirait. Oui, j'ai demandé à ouvrir. Il a toujours son micro fermé. Il y a Isaïnab également et Philomène et Mam Moussa Thiam. Voilà, donc j'avais dit que j'allais prendre 4. Donc, puisque Ban ne répond plus, je vais essayer de lui retirer peut-être la... Il y a Philomène, Mam Moussa Thiam et Isaïnab. Voilà, je peux prendre deux autres. Donc, je prends Philomène maintenant. Voilà. Alors, Philomène, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, vous avez des questions à poser? Oui. Allez-y. Vous avez parlé des colonies de la couronne. Quelles étaient les colonies de la couronne? Oui. Quelles étaient les colonies de la couronne? C'est ça la question? C'était ça? Oui, c'était ça. Merci, Philomène. Je peux prendre un autre, Moucheba? Oui, allez-y. Alors, je passe à Mambousso maintenant. Mambousso Thiam. Mambousso? Oui. Voilà, vous avez levé la main. Vous avez une question? Oui. Allez-y. Oui, on vous écoute. C'est quoi les causes, les conséquences du congrès de Berlin? C'est bon. Les conséquences du congrès de Berlin. Oui, les conséquences du congrès de Berlin. Les conséquences du congrès de Berlin. Ok, d'accord. C'est bon, donc je prends une dernière. Il y a Isaïnab. Je vais prendre la question de Isaïnab. Oui. Alors, Isaïnab, vous me recevez? Bon. Voilà, vous pouvez poser oui, votre question. Je voulais demander si les missionnaires avaient des... Je voulais demander comment ils se... Ah, désolé. Allez-y. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Oui, je voulais demander si les missionnaires ils avaient des problèmes lorsqu'ils venaient en Afrique, les problèmes qu'ils avaient rencontrés. Ok, les problèmes rencontrés par les missionnaires lorsqu'ils sont arrivés sur le continent africain. Oui. C'est pas la question, d'accord. Oui. Merci. Alors, je vais faire encore deux exceptions, hein, Moucheba. Il y a deux autres qui lèvent la main. Je vais... Ouais, il faut les prendre. Oui. C'est bon. Alors, je passe à Ndaye Khadi Dramé. Ndaye Khadi, vous me recevez? Ndaye Khadi Dramé, vous me recevez? Ndaye Khadi Djemé. Ndaye Khadi Djemé, voilà. Ndaye Khadi Djemé. Ndaye Khadi Djemé. Le micro n'est pas activé. Voilà, il faut qu'elle active son micro. C'est bon, c'est fait. Allez-y, Ndaye Khadi. Voilà, c'est bon. Bonsoir, Ndaye Khadi. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Je voudrais demander quelles sont les décisions prises lors de la conférence de Berlin. C'est bon, Ahmadou, c'est noté. Je vais te tirer les oreilles. Hein? Les décisions prises lors de la conférence. Ah d'accord, c'est votre élève, M. John. Je vais la tirer ses oreilles. Ah oui. Mais le rappel est toujours utile. C'est pédagogique. C'est pédagogique. Donc c'est bon, hein, je pense qu'on peut commencer à répondre, hein, Moucheba. Si vous regardez dans la partie chat, il y a aussi quelles sont les conséquences des missions dans les conquêtes coloniales posées par Aïssatou Bagnen. Ok, d'accord. Donc on y reviendra après sur le chat. Hein? Voilà. Donc au passage aussi, il y a des messages de remerciements à votre endroit, à l'endroit de M. Philippe Malik. Donc il y a beaucoup de remerciements. Et aussi à M. Ahmadouba. Ouais. Okay.
Merci, je pense que vous pouvez Voilà, donc commencer voilà. à répondre. Vous pouvez, John, vous y allez après, au fur et à mesure, s'il y a des questions. Je vais voir d'abord le chat pour y recueillir les autres questions. Mais la première question, D'accord. c'est, Oui. qui demandait le rôle des missionnaires et des explorateurs. Donc, si vous pouvez revenir sur le rôle des missionnaires et des explorateurs. Je vais présenter à nous. Voilà, effectivement, Voilà. allez-y. Voilà. Un instant. Ok. C'est bon. Voilà. Si je prends l'impact des missions, je pense qu'il veut parler donc du rôle des missions et des explorations dans, voilà, des explorations dans la conquête coloniale. Voilà. Voilà. La conquête coloniale, c'est surtout ça. Oui. Les missions et les explorations ont eu différents rôles. Si on prend l'exemple des missionnaires, les missionnaires, quand ils sont venus, ils ont non seulement donc commencé à recueillir les traditions. Le micro. Ah bon? Vous m'entendez? Voilà, ça grince un peu. C'est bon maintenant? Voilà, c'est bon maintenant. Voilà. Donc, un instant. Excusez-moi. Voilà. Donc, je disais que les missions, elles ont joué, par exemple, le rôle d'évangélisation des indigènes. Ils ont transcrit les langues locales et recueilli les traditions orales. Et elles ont aussi développé donc l'enseignement et la santé. Donc, ce qui fait qu'elles ont pu avoir des informations sur donc, les modes de vie des Africains, les cultures africaines. Donc, ce sont ces missionnaires-là qui ont donné des informations sur le genre de vie des Africains, comment les Africains vivaient, comment ils s'organisaient, et voilà, quels étaient les peuples de l'Afrique. Et donc, non seulement ils ont joué ce rôle-là, mais ils ont évangélisé aussi les peuples indigènes, et les langues locales et les traditions orales qu'ils recueillaient ont été d'une importance capitale donc, lors de la réécriture de l'histoire africaine, de même que la transcription des langues locales aussi a été importante. Et donc, les missionnaires, ce sont eux qui ont préparé les Africains à l'occupation. Ce sont eux qui ont préparé les Africains à l'occupation. Si on prend les explorateurs, donc les explorateurs, eux, en quelque sorte, ils vont, comment dirais-je encore, fournir des informations, mais des informations portant sur quoi? Le milieu physique africain. Ils vont compléter la carte de l'Afrique, ils vont donc faire la cartographie de l'Afrique, tracer les cours d'eau, tracer les pistes du Sahara, localiser les mines, les forêts, etc. Donc, ils ont donné des informations sur le milieu physique africain. Et donc, ce sont ces informations-là que les explorateurs ont fournies qui vont permettre aux armées coloniales de pouvoir aller à la conquête de l'Afrique. Donc, grâce à ces missionnaires, donc à ces explorateurs, le mystère géographique qui entourait l'Afrique donc sera levé. Voilà. Maintenant, celui qui a posé la question relative aux colonies de la couronne, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Oui. C'est ça, hein? Voilà, les colonies de la couronne, ce sont des colonies anglaises. Ils dépendaient donc du colonial office. Et donc, ces colonies-là, c'était les plus anciennes. C'était la Gold Coast, qui est l'actuelle Ghana. C'est la Gambie. C'est aussi l'exemple de la Sierra Leone. Donc voilà les colonies de la couronne. L'autre question, elle est relative à quoi encore? Les conséquences du congrès de Berlin. Les problèmes. Les conséquences. Voilà, les conséquences du
Du congrès de Voilà, Berlin. les conséquences du congrès de Berlin. Voilà, très bien. Voilà, les conséquences, il y a celles qui sont politiques et celles qui sont sociales. À l'issue du congrès, donc, les règles de partage de l'Afrique étaient déjà très claires. Ceci va déclencher un rush colonial. Donc, il y aura une ruée vers l'Afrique. Et ceci fait qu'à l'espace de 20 ans, toute l'Afrique sera pratiquement colonisée. En 1914, il y avait que l'Éthiopie et le Libéria qui n'étaient pas sous domination coloniale. Et comme l'a dit donc Ahmadou lors de sa synthèse, vous voyez que si vous comparez donc la carte de 1870 et celle de 1914, on voit clairement que en 1870, les Européens étaient juste sur les côtes, mais en 1914, toute l'Afrique était complètement colonisée. Ça, c'est un. Et après le congrès, donc, il y aura donc ce rush vers l'Afrique, et ceci va occasionner la liquidation de la résistance. Et quand les Européens donc, se sont implantés, ils vont tracer des frontières artificielles. Ce sont ces frontières-là que nous, aujourd'hui, nous avons héritées. Il y aura aussi les conséquences sociales, parce que avec les guerres, donc les guerres coloniales et autres, il y aura des déplacements des personnes, et les frontières tracées vont séparer plusieurs tribus, plusieurs familles. Voilà. Et il y aura aussi la destruction des sociétés et des États africains. Maintenant, ces frontières artificielles tracées sont à l'origine de beaucoup de conflits frontaliers et de conflits ethniques et de mouvements indépendantistes. On a l'exemple de plusieurs pays, au Nigeria, donc au Rwanda, etc., où il y a eu des conflits donc, ethniques, etc. Voilà ce qu'on peut retenir sur les conséquences, donc sur les conséquences du congrès, n'est-ce pas? Voilà. L'autre question? Isaiah Nap qui demandait les problèmes rencontrés par les missionnaires lorsque de leur venue. Ok, les problèmes rencontrés par les missionnaires. Naturellement, les missionnaires et les explorateurs ont rencontré beaucoup de problèmes. Parce que déjà, beaucoup d'Africains étaient hostiles quand ils ont vu ces étrangers-là. Ils étaient hostiles. Ils ont dû faire face aussi à la rigueur du climat, parce que le climat n'est pas le même. Ils ont dû faire face à la rigueur du climat, mais aussi à l'hostilité des populations africaines qui n'ont pas du tic au tac, donc accepter cette nouvelle mission qui est venue et qui n'ont pas du tout aussi voulu du coup abandonner leur tradition. Et donc c'est la raison pour laquelle les missionnaires ne sont pas seulement limités à l'évangélisation, mais ils ont eu à mettre en place des actions sociales, ils vont ouvrir des écoles, ils vont donc aussi développer la santé à travers les dispensaires et autres pour donner plus de portée à leur message. Donc il y a cette rigueur climatique, il y a aussi l'hostilité des peuples africains qui ne voulaient pas donc accueillir ces personnes étrangères parmi eux. Et l'autre question? Voilà, merci. L'autre question, c'est Ndeye Khadi Djemé qui demandait quelles sont les décisions qui ont été prises à Berlin. Adjikoum, les décisions prises à Berlin. Voilà. Il y a des décisions donc politiques, des décisions économiques, mais aussi des décisions sociales. Donc, si on prend l'exemple du bassin du Congo, ce bassin-là, comment il a été, la question du bassin du Congo, comment elle a été réglée? Le grand territoire de la rive gauche a été attribué donc à Léopold II. Donc, il en a fait un État indépendant, donc le Congo. Hein? Et il y a aussi les territoires de la rive droite, Gabon, Ubangi-Chari, Tchad et autres, hein, seront attribués à la France. Ce sont ces territoires-là qui vont former l'Afrique équatoriale française. Et l'enclave de Cabinda sur la côte sera attribuée aux Portugais. Ça, c'est un. L'autre décision, c'est quoi? Que toutes les puissances établies sur la côte avaient la possibilité donc de reculer leurs frontières jusqu'à l'intérieur des terres, ce qu'on appelle l'interland, et là jusqu'à rencontrer une autre puissance ou un obstacle naturel. Et il y a aussi les décisions économiques. Tous les grands bassins des fleuves ont été déclarés comme zone de libre navigation pour le commerce international. Et les décisions sociales, toutes les puissances présentes donc à Berlin
devrait donc s'engager à lutter contre l'esclavage pour permettre donc le repeuplement de l'Afrique et d'améliorer les conditions morales et matérielles des indigènes. Voilà. S'il y a d'autres questions, on peut enchaîner, à défaut. Bon. Merci. Il y a une autre question. Oui. Bon, de redéfinir, de revenir sur la définition de la résistance coloniale. Voilà. Ah, ok. Pourtant, je l'ai répondu en lui envoyant un message dans le chat. Voilà. Donc, la résistance, on peut donc la définir comme étant un mouvement d'autodéfense pour garder sa dignité. Un mouvement d'autodéfense pour garder sa liberté et sa dignité. Voilà comment on peut définir la résistance. Allô? Oui, allez-y. Allô? La connexion qui est... Oui, c'est bon. Oui, s'il n'y a pas d'autres questions. Ok, la connexion n'est pas stable. C'est à votre niveau, hein? Moi ça va. Hein? Mais ça m'a signalé que votre connexion est stable. D'accord, d'accord. Ça doit être à votre niveau. D'accord, c'est bon, c'est bon. D'accord, Bon, ouais. okay. Voilà. Une autre question? C'était la dernière question. Voilà. D'accord, donc on peut enchaîner avec la géographie. Hein? Oui, allez-y, c'est bon. Moi, ça marche. Oui. Voilà, maintenant on va enchaîner avec la géographie. La géographie, donc, cette partie porte sur la Terre, une planète menacée. Donc, la planète Terre, la seule planète où la vie humaine est présente, est aujourd'hui menacée. Nous allons donc voir les raisons pour lesquelles cette planète est considérée comme étant menacée. Mais auparavant, on va faire un bref rappel sur le potentiel de la Terre. Donc, la Terre qui regorge de ressources, les unes renouvelables et les autres non renouvelables. Et comment peut-on définir ces ressources renouvelables? On peut les définir comme étant des ressources qui peuvent être exploitées sans épuisement parce qu'ayant la capacité donc de se régénérer en permanence. Quant aux ressources non renouvelables, ce sont des ressources dont l'exploitation occasionne un épuisement, car n'ayant pas la capacité de se régénérer en permanence. Ces ressources non renouvelables, ce sont des ressources qui prennent donc des millions d'années pour se former. Et la régénération de ces ressources-là dépasse largement la durée de la vie humaine. C'est la raison pour laquelle elles sont considérées comme étant non renouvelables. Et comme exemple de ressources, celles renouvelables, on a l'eau, les sols, les forêts, les ressources halieutiques, etc. Et si on prend les ressources non renouvelables, on a les combustibles fossiles, qui sont des sources d'énergie, à savoir les hydrocarbures et les houilles. On a aussi les matières premières minérales. Et donc, ces ressources, l'homme les utilise pour satisfaire ses besoins. Mais en les utilisant pour satisfaire ses besoins, l'homme les surexploite. Et cette surexploitation occasionne de nombreuses conséquences. Et là, l'homme menace doublement la planète. Comment? Quand on exploite, on surexploite les ressources et celles qui sont non renouvelables sont menacées de disparition. Et après avoir exploité, quand on transforme et on l'on traite, on rejette dans l'environnement, on rejette cela sur la planète Terre. Et ces rejets sont beaucoup plus dangereux même que l'exploitation. Et donc, voilà les raisons pour lesquelles on dit que la Terre est une planète menacée. Nous allons voir maintenant comment cette menace donc se manifeste. Il y a les ressources, les combustibles fossiles, les hydrocarbures et les charbons. On a l'énergie nucléaire, les ressources minières. Toutes ces ressources, on peut dire que les causes de la surexploitation sont de deux natures. L'augmentation de la demande, parce que la population augmente, puisque la population augmente, les besoins augmentent, on l'exploite davantage. Il y a aussi l'essor industriel et technologique. Avec l'essor industriel, avec le développement de la technologie, l'extraction des ressources devient beaucoup plus facile. Et avec les techniques de sondage, donc sondage par satellite et autres, on a découvert beaucoup plus de ressources et grâce donc aux nouvelles techniques, l'extraction est beaucoup plus facile. Quelles sont maintenant les conséquences de la surexploitation de ces différentes ressources? Si on prend les combustibles fossiles, il y a les menaces d'épuisement parce que ce sont des ressources non renouvelables et à la dégradation de l'environnement. Cette dégradation de l'environnement
à travers la pollution atmosphérique, la pollution marine avec les marées noires. Si on prend les hydrocarbures, par exemple, les accidents des pétroliers en mer créent des marées noires, donc ces produits-là toxiques qui se déversent dans la mer, et ceci a des conséquences sur la vie des espèces qui sont dans l'espace marin et sur notre vie aussi, parce que nous, on pêche ces espèces, on les consomme. Et voilà, cette consommation donc, peut avoir des conséquences sur notre santé. Si on prend l'énergie nucléaire, il y a la pollution, mais aussi le danger radioactif, avec des possibilités d'accidents nucléaires. On a l'exemple donc de la centrale de Tchernobyl vers la fin des années 80. Il y a aussi le problème de stockage des déchets. Ces déchets-là, il y a un problème pour les stocker parce que ce sont des déchets très, très, très dangereux et voilà, les stocker n'est pas facile. Et si on prend les ressources minières, il y a l'épuisement comme conséquence. Il y a la dégradation de l'environnement aussi parce que les ressources minières sont dans le sous-sol. Pour les extraire, on va creuser. Et en creusant, donc, non seulement, comment dirais-je encore, on va déboiser, etc. Mais il y a aussi, donc, sur les carrières donc, qui sont à ciel ouvert, il y a ces menaces de pollution atmosphérique. Et face à ces différentes menaces, quelles solutions? On peut mettre en place des lois interdisant les industries les plus polluantes, donc les industries les plus polluantes, mais aussi des programmes de récupération et de recyclage des déchets. Il faut qu'il y ait des programmes de récupération et de traitement des déchets, surtout ces déchets-là qui sont très, très dangereux et nocifs donc, à la santé. Il y a aussi la possibilité d'utiliser les énergies propres. Ce qu'on appelle les énergies propres, ce sont les énergies non polluantes telles que l'énergie solaire, l'énergie éolienne, hydrique, qui sont des énergies renouvelables. Il faut donc développer l'utilisation de ces sources d'énergie qui sont renouvelables. Il faut que les États puissent penser à mettre en place d'importants programmes voilà, pour valoriser ces ressources. Si je prends l'exemple du Sénégal et de l'Afrique en général, nous avons le soleil 365 sur 365, etc. Et donc souvent, quand on a des problèmes d'électricité, je me dis que oui, nous n'avons pas vu ce soleil-là. On doit pouvoir développer des stratégies pour pouvoir vraiment diversifier donc les sources d'énergie et tendre vers le mix énergétique. Cela va diminuer la consommation de ces ressources polluantes. Si on prend les ressources minières,